Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, débat, reportage, chronique et analyse, comme tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 26 septembre. C'est quoi l'écologie à la française? Nouvelle boussole de la planification vantée par Emmanuel Macron, les mesures annoncées par le chef de l'État, plus incitatives, moins sacrificielles, sont-elles à la hauteur de l'urgence climatique? Ce sera l'un des thèmes de notre débat d'actu politique où l'on décortiquera également le baromètre Odoxa de septembre, entrée plutôt sereine pour l'exécutif, avec un ministre qui confirme sa percée dans l'opinion, Gabriel Attal. Et puis pour notre second débat volontairement décalé de l'actu du jour, débat de société, on plonge au cœur de la crise de l'immobilier. Aujourd'hui, on n'arrive plus à loger les gens. Il faut plus de 8 ans pour avoir un logement social à Paris. Comment c'est possible? Comment en est-on arrivé là? Logement social, immobilier locatif, accès à la propriété, construction de bâtiments neufs, c'est tout le secteur qui souffre. Est-ce la pire crise de son histoire? Réponse de nos experts dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, le détail du baromètre Odoxa Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale avec Cécile Sixou. Qui pour succéder à Emmanuel Macron en 2027? Les Français choisissent Édouard Philippe. 50% d'entre eux pensent qu'il ferait un bon candidat, même si pour le moment l'intéressé estime qu'il est encore trop tôt pour penser à la présidentielle de 2027. Notre horizon, ce n'est pas celui d'une simple élection, fût-elle la plus prestigieuse ou la plus importante. Notre horizon, ce n'est pas un horizon tactique, omnubilé par la perspective d'une bataille électorale. C'est au contraire de construire un mouvement et une stratégie qui permettent de mettre en œuvre durablement la politique nécessaire au pays. Loin derrière lui, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est considéré par 29% des Français comme le deuxième meilleur candidat. Sa rentrée très médiatique a fait exploser sa cote de popularité. Elle augmente de 11 points pour atteindre 32%. Il reste tout de même classé derrière Marine Le Pen et Édouard Philippe. Elisabeth Borne aussi profite d'une légère progression dans sa cote de popularité. Avec 3 points supplémentaires, elle rassemble 31% d'opinion favorable. Emmanuel Macron, en revanche, se stabilise. Il est considéré comme un bon président pour 32% des Français. Mais le sondage réalisé la semaine dernière n'intègre pas l'intense semaine diplomatique du président avec la visite du roi Charles III et le passage du pape à Marseille. On détaille les résultats de notre baromètre de septembre et évidemment on analyse aussi l'actu politique du jour avec Céline Braque. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Thomas. Directrice générale d'Odoxa. Yael Gauz, bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue, éditorialiste, chef du service politique de France Inter. Bastien François, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'accueille également Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie, spécialiste en communication politique, éditorialiste pour Sens Public. On va commencer par cette course à la succession d'Emmanuel Macron. Je vous entends dire, mais c'est beaucoup trop tôt, la présidentielle, c'est dans 3 ans. Mais c'est quand même intéressant de prendre cette photographie aujourd'hui en temps réel, dans ce climat particulier, d'équilibre politique particulier. Réponse des personnes interrogées par le baromètre Odoxa Mascaret, elle a déjà commencé pour 83% des Français. Les gens ne disent pas, non, c'est trop tôt. C'est une braque. Qui sont les mieux placés aujourd'hui dans l'esprit des Français pour succéder à Emmanuel Macron? Alors, disons qu'il y a, pour le moment, on va dire, un favori, un super challenger, un challenger, et puis après, un groupe, on va dire le peloton est un peu distancé. Alors, le grand favori, pour le moment, c'est Édouard Philippe, puisque quand on pose la question sur qui est soutien ou sympathie, c'est ça? Alors, d'abord, sur la question de candidat, qui est le meilleur candidat pour la présidentielle, c'est lui qui est cité très largement. On a 50% des Français qui le citent. Et puis en plus, on le voit depuis des mois, il est extrêmement populaire, il est très peu impopulaire, c'est-à-dire que c'est la personnalité politique qui est la moins rejetée de toutes les personnalités politiques qu'on teste. Donc lui, c'est vraiment le favori. Derrière, il y a un petit nouveau là, qui se glisse, qui est Gabriel Attal. C'est-à-dire que lui, en termes de candidat à la présidentielle, il est un peu loin derrière, il est à 29%. Oui. Mais en cote d'adhésion, on l'a vu dans le sujet, il progresse, il fait un bond de 11 points.
Et c'est énorme, parce que sur le baromètre politique, c'est très très rare d'avoir une personnalité politique qui, en quelques mois, progresse aussi vite. Donc vraiment, on va dire que lui est derrière et qu'il n'est pas très impopulaire pour un ministre. Donc lui, c'est le super challenger. Après, il y a un challenger qui est Bruno Le Maire, qui est vu à peu près autant comme un bon candidat, 28%, mais il est un peu derrière en termes de popularité, il est un peu plus rejeté, il est moins consensuel aussi. Et puis, derrière les poursuivants, ça va être les deux premiers ministres et ex-premiers ministres qu'on a testés, à savoir Elisabeth Borne et Jean Castex. Alors d'abord, ils sont beaucoup moins vus comme des potentiels candidats, même s'ils ont des cotes de popularité qui ne sont pas loin des autres, mais on les voit beaucoup moins comme des candidats. Et c'est le cas aussi d'Olivier Véran, qui n'a pas cette dimension-là encore peut-être dans l'esprit des Français. Pour l'instant, mais comme les sondeurs, on n'est pas très romantique, qu'amour ne rime pas toujours avec toujours, et que désamour ne rime pas toujours, pas non plus avec toujours. Bon, ça veut dire que ça peut bouger. Évidemment, ça peut bouger, comme on l'a dit, il y a du temps. Yael Gauz, est-ce qu'on peut dire que Gabriel Attal fait un sans faute depuis son arrivée rue de Grenelle, au ministère de l'Éducation nationale? On peut dire que Gabriel Attal, c'est un petit peu la fusée de cette rentrée. Et il a bénéficié, on aurait pu penser que c'était un obstacle quand Emmanuel Macron a dit que le domaine régalien, ce serait à lui maintenant, domaine réservé, l'éducation, l'école. En réalité, c'est presque un carburant pour Gabriel Attal, parce que tout ce qu'il fait se fait avec l'assentiment du grand chef Emmanuel Macron, qui lui a dit c'est mon domaine réservé. Donc s'il a un exécutant qui fait exactement la feuille de route pour laquelle il a été nommé, c'est parfait. Ça veut dire interdiction des abayas, validée à l'Élysée, etc. Bien sûr, cette stratégie-là, le Conseil d'État 2 fois donne raison au ministre sur l'interdiction de ce vêtement dans les établissements scolaires. Hier, il était au rectorat de Versailles pour continuer à agir sur le harcèlement scolaire avec un plan qui sera présenté demain, pour dire qu'il faut absolument que le rectorat de Versailles et plus largement tous les recteurs de France ne prennent plus à la légère les alertes quand il y a des parents qui se plaignent. Donc quelque part, il est rentré dans la lumière de manière assez fulgurante, c'est très efficace. Quand on regarde son parcours, c'est assez fou, parce que moi, en 2012, quand je suivais au service politique à l'époque c'était RTL, je me retrouvais parfois avec Marisol Touraine sur des déplacements. Il y avait un petit conseiller dans l'ombre qui avait été son stagiaire à l'Assemblée quand elle était députée. C'est Gabriel Attal. Oui, 2012, 2023. Ça va vite. Qui aurait imaginé cette ascension? Alors après, attention, ascension. On est dans le premier mois, premier trimestre, très bon élève, il manque 3000 profs. Oui, alors c'est ce que j'allais demander à Bastien François. Est-ce que finalement les questions de fond, les effectifs, l'état des établissements scolaires, leur équipement, est-ce que ces questions-là, pour l'instant, elles sont gommées par l'abaya, par effectivement le harcèlement, mais elles vont finir par arriver. Le plus dur commence en quelque sorte. Moi j'ai l'impression qu'elles sont gommées un peu exprès par la façon dont ont été construites. Alors, je ne suis pas dans la tête du ministre ni dans ses calculs, mais ça tombait quand même vraiment extrêmement bien, cette histoire d'abaya, pour qu'on parle de ça, que tout le monde parle de ça, qu'on ne parle plus que de ça, alors que la situation quand même à l'école est très difficile, enfin dans l'éducation nationale de façon plus large que l'école, très difficile, que le président de la République avait quand même promis un prof dans chaque classe, et ce n'est pas le cas. Et ce qui vaut d'ailleurs pour l'école vaut pour d'autres services publics. Bon. Donc effectivement, c'est peut-être un petit peu tôt. Il a du talent, on le savait. Il a un talent gigantesque. Il avait un grand talent quand il s'occupait des comptes publics, où il trouvait chaque fois des petites niches pour exister à côté de son ministre. Il a eu du talent au moment de la discussion des retraites, parce qu'il était à l'Assemblée très souvent, et il était un des ministres quand même qui prenait la parole et qui allait au charbon, dans un moment très difficile. Bon, donc c'est un jeune ministre qui a beaucoup de talent. Bon, il va falloir voir, il y a encore quelques années, et c'est un dossier extrêmement difficile, l'éducation nationale. Évidemment. Un mot rapide là-dessus. Oui, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que ça va donner comme inflexion sur le en même temps et sur le macronisme, en fait, la personnalité qu'il y aurait derrière. Parce que comme vous l'avez dit, finalement, Gabriel Attal, c'est le dauphin merveilleux, c'est le meilleur dauphin qui suivra, qui est pile poil aligné avec cette espèce de en même temps qui repose principalement sur les épaules d'Emmanuel Macron. Si c'est un Édouard Philippe, on est encore plus à droite qu'à l'heure actuelle. C'est l'âge pivot, c'est les 67 ans, c'est la dette, c'est des choses beaucoup plus à droite. Et Bruno Le Maire, encore un peu différent. Donc c'est cette espèce de chose qu'on ne comprend pas encore très bien, le en même temps, qui va changer d'axe en fonction de qui prendra la suite. Et ça va être très intéressant. Gabriel Attal est vraiment
en ligne, il me semble, avec ce qu'a souhaité Emmanuel Macron, et notamment sur cette partie communication dont vous avez dit, c'est-à-dire on affiche beaucoup de choses parce qu'on veut qu'au niveau marketing, c'est un peu une politique marketing, on veut afficher des choses et parfois on veut un petit peu cacher le fond et avancer un peu masqué sur les sujets de fond. Avec quand même une difficulté qui vaut pour lui et pour tous les autres, les successeurs potentiels, il y a bien un moment, il va falloir qu'ils se démarquent d'Emmanuel Macron et de son bilan. Je voudrais qu'on se tourne vers Yves Sancy, qui est senior partner chez Mascaret, donc qui est notre partenaire également sur ce baromètre. Vous scrutez les réseaux sociaux, les médias sociaux tous les mois pour nous. Est-ce que, on va peut-être élargir un peu sur les personnalités les plus mentionnées, toutes familles politiques confondues, pas seulement les papabilés, pas seulement les successeurs potentiels. Est-ce que Gabriel Attal en fait partie là depuis un mois ? Alors, depuis un mois, non, mais depuis la rentrée, oui. Je ne sais pas si on revient un petit peu en arrière sur cette année, et ce n'est pas inintéressant de le faire, on a eu un premier semestre qui était extrêmement politique, avec la question des retraites, la question les fameux débats sur les déficits démocratiques. On avait ensuite noté une sorte de repli de l'intérêt très très fort de l'intérêt pour le politique, avec probablement une sorte d'impuissance des oppositions à agir sur le cours des choses. La rentrée, elle se fait sur des sujets qu'on a qualifiés des sujets de très polémiques et très controversés. Vous l'avez vu, vous avez évoqué. Mais si on note les très forts pics de mention associés aux personnalités, Gabriel Attal en fait partie, ce sont les controverses sur la Baïa, ce sont les sifflets au moment de la coupe de rugby sur le président de la République, c'est évidemment Lampedusa. Ils ont une particularité dans leur forme médiatique, c'est que ce sont des sujets qui connaissent des très forts pics de mention. Ça explique pas mal de choses pour Gabriel Attal. 9 millions de mentions en un laps de temps très court, une semaine, et après ils retombent. Ce sont des sujets qui retombent. Ils ont une deuxième particularité, ces sujets, c'est qu'ils ne sont pas liés avec la vie législative. Donc ils sont un peu en l'air dans la question politique. La question, ce sera de savoir quelle sera leur pérennité. En tout cas, les sujets en eux-mêmes qui ont été extrêmement portés, qu'il s'agisse de la controverse entre Édouard Philippe et Fabien Roussel, on l'avait noté, qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse des interventions de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen relativement à la question de Lampedusa, ou les autres sujets qu'on vient de citer. Il y a aussi le sujet du chanteur Médine, par exemple. Alors, on ne va pas faire toute la liste, pardon de vous interrompre, Yves Sancy, mais ce que je retiens, c'est que vraiment, c'est un peu le fonctionnement des médias sociaux, des réseaux sociaux, c'est que les polémiques entraînent derrière elles les personnalités qui y sont liées. C'est une braque qu'on va continuer d'élargir en regardant le palmarès de l'adhésion. Donc là, on n'est pas seulement sur les successeurs d'Emmanuel Macron, on est bien d'accord. Les personnalités politiques préférées des Français, là aussi, on a un Édouard Philippe toujours en tête. Oui, toujours en tête et qui reprend un peu d'allant, puisque aujourd'hui, il est à 40% d'adhésion, plus 4 points, 4. Alors que c'est vrai qu'à la période des discussions sur les retraites, il en pâtissait lui aussi. Donc là, voilà, disons qu'il il progresse encore et c'est vraiment le grand favori dans ce palmarès. Ensuite, on a Marine Le Pen, Gabriel Attal entre deux et Jordan Bardella. Pour les deux personnalités du Rassemblement national, on peut remarquer qu'ils prennent chacun des points, plus 3 points pour Marine Le Pen, plus 5 points pour Jordan Bardella. Et les sujets, on ne va pas y revenir, qu'on a évoqués ici, sont des sujets qui sont très porteurs pour le Rassemblement national. Donc on voit que dans l'opinion, c'est ça qui marche bien. Et puis, enfin, 5e personnalité, Bruno Le Maire, 26%, qui... Lui aussi, on verra bien s'il est candidat un jour peut-être à la présidentielle, est une personnalité qui est toujours très haut dans notre code d'adhésion et pas trop rejeté, lui non plus, comme Gabriel Attal, c'est une autre partie. Oui, parce qu'il y a toujours la cote d'adhésion et la cote de rejet. Par exemple, Marine Le Pen, on peut en dire un mot, cote d'adhésion qui est quand même importante, deuxième personnalité politique préférée des Français. Mais qui est sa cote de rejet, est-ce qu'elle se réduit quand même aussi, parce que ça c'est une dimension intéressante de la perception par l'opinion publique de la normalisation, on va dire, du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle fait toujours partie des personnalités rejetées, mais vous voyez, aujourd'hui elle est 5e. Pendant longtemps, elle a été personnalité la plus rejetée, très très loin devant tout le monde. Maintenant, c'est Éric Zemmour et
Et vous avez raison, c'est-à-dire que même sur le rejet, elle perd du terrain sur le rejet. Donc elle gagne vraiment du terrain des deux côtés. Elle est moins rejetée. Parce qu'il y a du carburant en ce moment pour le vote RN. Tous les sujets mènent à Marine Le Pen et à le Yaka Faucon, puisque vous avez évidemment l'inflation, vous avez Lampedusa qui crée une peur migratoire jusqu'à l'irrationnel dans son discours. Vous avez l'écologie punitive qui fait peur aussi. Voilà, tout mène quelque part au grand vivier idéologique du RN qui surfe sur les peurs. Moi, ce que j'aimerais mesurer un jour, je ne sais pas si on pourra, c'est à quel point la crise de Lampedusa, si on rentre dans les détails, crée un biais au RN, puisqu'on a vu une dirigeante d'extrême droite, première ministre en Italie, qui avait promis le zéro immigration et qui se retrouve à appeler l'Europe au secours. Il a même promis un blocus naval. SOS Bruxelles, ce qui est complètement en porte-à-faux avec la campagne il y a plus d'un an maintenant de Mélanie. Et Marine Le Pen dit « Moi, j'aurais pas fait comme ça », mais qu'aurait-elle fait ? Il y a le virtuel d'un côté et une dirigeante dans la réalité de l'autre, issue d'un bord politique proche, même si c'est pas le RN et que son ami c'est Fratelli d'Italia, peu importe, on va parler de détail. Et là, je pense qu'il y a pour elle, c'est une rentrée qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et ça sera évidemment très intéressant à suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et puis même dans les années qui nous mènent à la présidentielle, parce que le costume de favorite et pas forcément le plus facile à mieux pas l'avoir trop tôt. Voilà, il ne faut pas l'avoir trop tôt. C'est aussi le cas d'Édouard Philippe. Et on va continuer de se concentrer sur la stratégie d'Édouard Philippe. Je propose à Audrey Bétaz de nous rejoindre tout de suite, puisqu'on va regarder encore un peu les résultats des sénatoriales. Bonsoir Audrey, qui sont très intéressants à analyser. On marque que le parti Horizon d'Édouard Philippe tisse petit à petit sa toile. Oui, pas de grand bouleversement dimanche au Sénat. Les équilibres restent en place. Mais quand on regarde les changements à la marge, c'est là que ça devient intéressant. On remarque notamment que le groupe Les Indépendants a gagné des sièges. Il passe de 14 sièges à environ 19. Pourquoi environ 19 ? Parce que les chiffres doivent encore être consolidés. Il y a encore des transfuges en ce moment. Eh bien, ce groupe, qui est présidé par Claude Malhuret, un fidèle d'Édouard Philippe, c'est dans ce groupe que siègent les sénateurs Horizon. Alors attention, tous les indépendants ne sont pas encartés Horizon, mais d'après Claude Malhuret, ils ont tous au moins de la sympathie pour Édouard Philippe. Son aura a donc progressé au Sénat, Thomas. Les philippistes, si j'ose dire, progressent quand le groupe de la majorité présidentielle, lui, est plutôt en train de régresser. Oui, les macronistes au Sénat pourraient être entre 3 et 4 de moins après comptage. Ils pâtissent d'un manque d'ancrage local du parti présidentiel. À l'inverse, pour Claude Malhuret, Horizon a réussi le test des sénatoriales. Il estime que la stratégie d'implantation territoriale du tout jeune parti a fonctionné. Souvenez-vous, au moment de sa création, Horizon avait décidé de s'appuyer sur les élus locaux, sur les maires, surtout au centre de son organisation, comme pour se démarquer d'Emmanuel Macron. Écoutez le constat que faisait Claude Malhuret, c'était dimanche soir. C'est une victoire de la stratégie de construction du parti d'Édouard Philippe. C'est une construction progressive, c'est une construction qui s'appuie sur les territoires et même sur les communes, beaucoup plus que sur les départements ou les circonscriptions, ce qui en fait un parti très, très à part. Et visiblement, cette stratégie, elle est payante. Alors il faut tout de même nuancer cette affirmation. Le vrai test pour vérifier l'ancrage local, ce sera les municipales de 2026. Car pour l'instant, les sénateurs Horizon ont été élus par des maires transfuges. On pense par exemple à Arnaud Robinet, le maire de Reims, qui était LR, qui est passé chez Horizon et donc qui a permis l'élection d'un sénateur Horizon dans la Marne. Affaire à suivre donc, Thomas, sur le long terme. Merci beaucoup Audrey Bétaz. Effectivement, sur cette question de la percée des sénateurs Horizon, Bastien François, est-ce que vous dites percée relative ? Oui, percée relative, mais comme on vient d'expliquer, les sénatoriales enregistrent un résultat d'il y a 3 ans. Bon, avec des petites variations, mais quand même, hein, c'est les élections municipales de 2020 qui dessinent les résultats des sénatoriales, très largement. Donc, en fait, le Sénat n'enregistre les mouvements politiques qu'avec chaque fois un petit décalage. Oui. Et les prochaines sénatoriales, le prochain renouvellement du Sénat, après les prochaines municipales, eh bien, là, à mon avis, on verra quelque chose. Ça montre aussi peut-être, même si c'est un signal faible, comme on dit, quand même, petite revanche quand même, ou le début de la revanche de l'ancien monde. C'est-à-dire qu'il y avait une stratégie, celle d'Édouard Philippe, qui était une stratégie extrêmement classique. On construit un nouveau parti. Et comment on le construit ? En allant chercher des élus locaux, voilà, hein, c'est bon. En travaillant de cette façon-là, par le haut, sur l'ancrage territorial. Et on a, par rapport à la stratégie de macroniste, qui n'a jamais réussi, ou peut-être même n'a jamais voulu construire un vrai parti avec une vraie implantation territoriale, avec des élus locaux.
sans oublier le fait que Emmanuel Macron a toujours eu un discours assez distant vis-à-vis des territoires et des élus locaux. Et des corps intermédiaires. Voilà, bien sûr. Dire ça. Yael Gauze, ça fait quand même 6 ans, plus de 6 ans qu'Emmanuel Macron a été élu pour la première fois. Pourquoi il n'y a pas eu cet effort d'ancrage local? C'est quand même l'implantation territoriale est patent. Oui. C'est cette photo-là que donne le Sénat depuis dimanche. Voilà le résultat d'une implantation locale ratée de la part de Renaissance et précédemment de La République En Marche. Si on extrapole pour la présidentielle, c'est intéressant ce hiatus. Renaissance qui baisse et Horizon qui monte. Parce qu'il y a 2 chemins possibles pour succéder à Emmanuel Macron. Vous avez un chemin de succession au sein même de Renaissance et vous avez dans le parti Renaissance plusieurs prétendants qui ont choisi ce chemin-là. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Attal. Et puis vous avez le chemin en solo d'échappée belle d'Édouard Philippe, qui fait du Chirac 76, quand Chirac crée le RPR et sort de Matignon pour créer, c'est cette stratégie-là que choisit Édouard Philippe, c'est-à-dire libre mais loyal, mais très libre. Et en fait, tellement libre qu'il a son propre écurie, qu'il dépend de personne, à part de son propre parti qu'il a créé. C'est moins frontal quand même que 67, 76, oui, 76. Chirac, c'est moins frontal. Giscard, hein. Mais à un moment donné, la question se posera. Comment ils font à Renaissance? Ils font une primaire entre eux? Ou Édouard Philippe est tranquille dans son chemin, dans son couloir? Enfin, c'est quelque chose qui va, au vu des chiffres que l'on a vu ce soir, de code d'adhésion, etc., à un moment donné, va se poser la question de comment vous vous départagez. Primaire des sondages ou primaire à nouveau? Elles n'ont plus la cote, mais... Non, les primaires, il y a pas mal de partis politiques. Et donc Horizon, c'est un qui vont hésiter avant de recommencer. C'est un petit thermomètre de plus des 2 chemins qui s'éloignent. Allez, on parle de la gauche et de la stratégie de la gauche avec ou sans LFI, NUPES ou pas NUPES. Et on regarde effectivement de nouveau le baromètre Doxa Mascaré pour Public Sénat et nos confrères de la presse quotidienne régionale. Si on regarde les personnalités de gauche, la première, en 8e position, c'est Fabien Roussel. Ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon qui est 14e, juste derrière François Ruffin. Bon. Et si on regarde le match entre guillemets, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, ça donne quoi? Oui, ça donne que, en ce moment en tout cas, on voit vraiment que Jean-Luc Mélenchon perd beaucoup de terrain, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à accrocher des points supplémentaires. Là, on le voit, il perd 3 points. Il est très rejeté. C'est la 2e personnalité la plus rejetée derrière Éric Zemmour. Donc, quand on fait le 58% de rejet, seulement 19% d'adhésion. Donc, vraiment... on l'entend un peu, on l'a entendu là sur les migrants, mais ça n'accroche plus du tout avec les sympathisants de gauche. Alors que Fabien Roussel... Alors là aussi, c'est peut-être il faut suivre ça dans le temps, ça peut être un épiphénomène. Là, on voit qu'il est à 25%, donc il est bien plus haut dans notre classement, il est 8e, il gagne lui du terrain. Et le petit duel qu'il y a eu avec Édouard Philippe, justement, à la fête de Lima, ça a bien marché. C'est-à-dire, Yves Sancy disait sur les réseaux sociaux, ça a bien cartonné, mais ça marche pas mal parce que... C'est un peu, alors je sais pas, ça va durer, la personnalité de gauche préférée des électeurs de droite, Fabien Roussel. Pour un communiste, c'est étonnant, mais c'est un peu la réalité. Et il gagne vraiment des points à gauche. D'ailleurs, c'est l'avantage quand même de ce genre de duel avec Édouard Philippe, parce que ça le place à un niveau, vous voyez, pourquoi pas, de présidentiable, face à un ex-premier ministre, dans une position un peu grand seigneur aussi. Je reçois un opposant de droite, je demande aux sympathisants qui sont là de se calmer, d'être respectueux. Donc, dans les 2 camps, pour Édouard Philippe comme pour Fabien Roussel, ça marche. C'était gagnant-gagnant, Émilie. On a l'impression que c'est un peu un concours, là ça sent un peu la testostérone en fait, parce qu'on a l'impression que c'est des candidats qui se déclarent et qui se mettent face à face. Là il y avait un peu ça avec le match à Édouard Philippe, c'est je me mets au niveau d'éventuellement être parmi les candidats et peu importe ce que ça crée au sein de la NUPES, peu importe les dispersions que ça crée, parce que c'est vrai que la NUPES là on se demande comment elle perdure, c'est comme une coquille transparente et puis il y a les égos qui vivent là-dedans. C'est un peu triste de voir qu'il trace ce sillon-là tout seul en travaillant son ego d'une façon assez réussie, parce que c'est vrai que c'est une des personnalités qui ressort à gauche, mais indépendamment de tout le reste. Donc ça n'a pas vraiment de cohérence sur cette espèce de matrice qu'avait créée Jean-Luc Mélenchon. Oui. Alors justement, cette stratégie de la NUPES, de la gauche, avec ou sans LFI, ça se jouait aussi au Sénat cet après-midi, puisqu'il y avait l'enjeu de l'élection à la présidence du groupe socialiste au Sénat. Patrick Kanner, pas vraiment un fan de la NUPES, on va dire ça comme ça, face à Éric Kerrouche, un proche d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. C'est Patrick Kanner qui l'emporte, qui conserve son poste. On l'écoute.
J'ai senti un groupe très uni. Il a voté. Il a tranché, il me redonne sa confiance. Vous imaginez bien que pour moi, c'est très important parce que c'est aussi la reconnaissance d'un travail de 6 ans. Je suis arrivé le 23 janvier 2018 à la présidence du groupe dans des conditions extrêmement complexes. Didier Guillaume qui était président, le groupe était au bord de l'implosion. On pouvait même imaginer une forme de cataclysme et de la multiplication de petits groupes. Donc voilà, on en est sorti. Et maintenant, on va pouvoir compter sur le groupe socialiste. Un groupe puissant, un groupe qui va travailler avec nos collègues de l'Assemblée nationale, en lien bien sûr avec le Parti socialiste. Tout ceci est de bon augure pour l'avenir et je prendrai ma part. Et on va écouter tout de suite la réaction d'Éric Kerrouche, sénateur des Landes, qui est moins convaincu sur l'union, on va dire. A priori, mes collègues ont préféré la continuité à la volonté d'alternance que je portais. C'est tout ce que je peux constater. Je pense que Patrick Caner a intérêt à prendre en considération l'ensemble des composantes du groupe et je pense qu'on peut y arriver. Bastien François, au-delà de cette bataille pour le poste de président du groupe socialiste ici au Sénat, l'une des leçons de ce scrutin, c'est quand même la question de la gauche unie sans LFI. C'était l'une des questions qu'on se posait avant d'avoir les résultats. Finalement, quelles leçons vous en tirez, vous ? C'est-à-dire que moi, j'ai un point de vue peut-être un peu différent des commentaires qui sont faits. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que la NUPES n'existait qu'à l'Assemblée nationale et n'avait vocation à n'exister qu'à l'Assemblée nationale. La NUPES a été créée à la sortie de l'élection présidentielle où les communistes, les écologistes, les socialistes avaient été ratiboisés au premier tour et avec Mélenchon, le candidat de gauche qui était en tête en tout cas, face à un mode de scrutin, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours avec une prime d'accès, etc., qui fait que si on ne s'allie pas, on n'est pas au second tour. Avec LFI qui était en position d'imposer en réalité ces arbitrages. Bon. Donc, ok, c'est une alliance électorale. C'est une alliance électorale qui perdure quand même à l'Assemblée nationale parce que quoi qu'il arrive, même s'ils s'envoient des noms d'oiseaux, etc., ils travaillent quand même le plus souvent. En tout cas, il y en a certains qui travaillent entre eux. Il y a un intergroupe. Il y a du travail de coordination. Oui, mais avec une stratégie, pardon, une stratégie du conflit permanent, c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui déborde sur toutes les familles de la NUPES. Et c'est pas si simple, notamment pour le Parti socialiste. Il y a aussi des effets au sein de LFI. Oui, bien sûr. Mais dans la perspective des autres élections, prenons les européennes, il n'y a aucun intérêt électoral à faire une liste unique de la gauche. On fait beaucoup plus de sièges en faisant 4 listes. Bon. Et là, dans le cas des sénatoriales, il n'y avait aucun intérêt électoral à s'allier avec LFI parce que LFI a très peu, de grands électeurs. Alors, ils ont sorti un communiqué dimanche soir disant 10 sièges de perdus parce que faute d'alliance. Je ne sais pas comment ils ont fait ce calcul. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des listes dissidentes qui ont pris des voix à gauche. C'est sûr. Et la gauche a perdu sans doute une dizaine de sièges. Bon. Oui, mais le communiqué de LFI, c'est l'inverse. Si on avait été tous ensemble, l'Union, on aurait eu 10 sièges de plus. Mais c'est pas sûr, justement, parce que c'est pas évident que les électeurs, les grands électeurs, aient voté pour des candidats LFI à un certain endroit. Donc, en réalité, il y a quelque chose de tout bêtement de l'intérêt électoral ou électoraliste. Cet intérêt, il est immense. Il a été immense pour les dernières législatives, dans le contexte de l'après-présidentielle. À venir, à mon avis, ça n'a plus du tout de sens. Alors justement, c'est ça la question, parce que là, le spectacle, alors peut-être que c'est notre prisme de journaliste, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, le spectacle médiatique de la NUPES, c'est la division. C'est quasiment que ça depuis des mois. C'est même pathétique, hein. On a un niveau de violence, on s'envoie du Jacques Doriot à la figure quand même. Une des plus proches députées, Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, accusant Fabien Roussel d'être un héritier de Jacques Doriot, communiste devenu nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. On en est à ce niveau de détestation mutuelle parce que Fabien Roussel aurait empêché Jean-Luc Mélenchon d'accéder au 2e tour. C'est la haine recuite, etc. Là sur Caner, Kerrouche au Sénat, c'est la perpétuation du congrès du PS non soldé dans les travées du Sénat. C'est ça l'histoire. Et donc vous avez là une ligne non du PS qui a gagné. La ligne Patrick Caner. Contre Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. C'est très intéressant pour la suite. Ça veut dire qu'effectivement, on a une majorité de sénateurs PS qui veulent continuer à croire en leur propre couleur sans forcément aller chercher la bénédiction de Jean-Luc Mélenchon et de LFI. Et c'est un tour de chauffe pour les municipales parce qu'en fait, les européennes, s'il n'y a pas la NUPES, c'est parce que chacun veut se compter en 2026 au municipal et parce que du score des européennes dépendront les investitures
au municipal, les Verts voudront garder leur mairie, les socialistes voudront reprendre du poil de la bête. Oui. Donc en fait, la NUPES ne peut revivre qu'aux législatives suivantes. C'est tout. Et là encore, au municipal, on a un mode de scrutin qui va aller dans le sens de l'intérêt d'avoir plusieurs listes qui se rassembleront pour un second tour. Alors, je voudrais avoir la même configuration. Redonner la parole à Yves Sancy, parce qu'il y a quand même, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on se concentre là-dessus, il y a une thématique qui pourrait porter des personnalités de gauche, qui émergent pas seulement sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, mais qui est omniprésente, c'est le pouvoir d'achat. Absolument. Le pouvoir d'achat avec une sorte de montée en puissance d'une forme de ressentiment qu'on sent sur les réseaux sociaux et qui est une montée en puissance pour le moment qui est assez inexorable. Ce sont les prix alimentaires, ce sont les prix de l'énergie, bien sûr, de l'électricité, du gasoil, des carburants. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels, pour le moment, en tout cas, on a assez peu de leaders qui s'en sont emparés. Et Elgoz, pourquoi la gauche n'y arrive pas sur ces thèmes-là ? Sur ces thèmes-là, mais parce qu'elle est déjà empêtrée dans ses propres querelles de NUPES, pas NUPES. Il y a ce problème-là. Après, il y a des points de convergence qui peuvent revenir très vite. Hein. Si vous dites super profit, là, vous allez avoir des coalitions possibles, même au-delà de la gauche. Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est une période qui pourrait être favorable à une offensive de ces partis de gauche pour récupérer un électorat qu'elle a perdu, notamment au profit de Marine Le Pen. Mais sa bande passante, elle la perd dans la querelle interne. Et parce qu'aujourd'hui, la gauche est beaucoup plus identifiée par les électeurs sur les sujets sociétaux, beaucoup plus que sur les sujets économiques et sociaux. Et ça explique d'ailleurs une bonne partie de l'indifférence, du désintérêt des sympathisants de gauche pour les élections. Quand je voyais un de mes confrères qui avait fait un sondage sur les sénatoriales, et on voyait que les électeurs qui s'intéressaient le moins aux sénatoriales, c'était les électeurs socialistes, qui normalement sont plutôt férus de politique par rapport aux autres. Et donc, quand Éric Kerrouche disait on est peut-être en sous-régime, il faudrait faire quelque chose de cette puissance quand même qu'on a au Sénat, là-dessus, il a raison, on ne peut pas lui donner tort. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait qu'il puisse être de nouveau identifié sur des sujets qui, normalement, sont des très bons sujets pour la gauche. Émilie ? Il y en a un qui est plutôt qui est allé directement sur ces sujets-là et qui a pris de l'avance, il me semble, sur un sujet qui va revenir sur le devant de la scène en 2027, le pouvoir d'achat. C'est Marine Le Pen, quand même. Elle a fait cette percée, c'est plutôt elle, même si ça ne se reconnaît pas peut-être dans les réseaux sociaux. On sait qu'elle a peu de choses faire. Il y a longtemps. Elle a viré un petit peu les fondamentaux, on sait qu'ils sont là et c'est porté par Éric Zemmour, donc elle n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Elle est sur les pouvoirs d'achat et elle est aussi sur cette classe populaire, classe moyenne que tout le monde est en train de se disputer et que tout le monde va se disputer à la présidentielle. On a vu Gérald Darmanin monter là-dessus, on a vu Édouard Philippe aussi commencer à monter là-dessus. Elle a pris déjà plusieurs pas d'avance et là-dessus, alors la NUPES, les socialistes, ils sont complètement à la ramasse, ils sont pas du tout sur ces sujets-là. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus sur des sujets sociétaux. On en est resté aux violences policières alors que la population a faim et demande des efforts pour contrer l'inflation. Mais c'est pas beaucoup plus simple pour le gouvernement, Bastien François. On pourrait même dire qu'il navigue à la godille sur cette question-là. Les ventes à perte de carburant, ça a été une grosse pour Elisabeth Borne d'ailleurs. Au début de l'émission, quand vous disiez que c'était une rentrée un peu tranquille, je pensais d'ailleurs à ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui monte là. On parlait de ressentiment, ça va peut-être arriver dans la colère. Il y a quand même quelque chose qui est très difficile parce que le gouvernement ne sait pas répondre. Bon, moi, je n'ai pas d'idée particulière pour aider le gouvernement, mais on voit bien qu'il... C'est-à-dire que la première réponse, elle a coûté 8 milliards de tête, donc il s'agissait de faire une ristourne pour tout le monde. Bon, voilà, donc maintenant, il y aura une ristourne pas pour tout le monde, avec des effets de seuil. Il y a toute une série voilà, ils tentent, ils essayent, ils essayent de régler les problèmes avec des mots, ils créent d'autres mots, même M1 ou X. Bon, je veux dire, non mais c'est vrai, ils sont vraiment à la ramasse. Le gouvernement avait parié, pas parié, c'était sur des projections d'inflation qui seraient plus favorables en cette fin d'année. Donc il est rattrapé par la réalité de l'inflation et avec des solutions improvisées qui finissent évidemment notre boudin, on l'a vu sur la vente à perte du carburant. Et donc vous avez là maintenant un sujet qui va monter, c'est celui qui est encore sous les radars, mais vous allez en parler, c'est le logement. Le mur du logement qui est le principal poste de dépense des Français. On parle de bombe sociale, à retardement. La rentrée, ce sera le thème de notre second débat, étudiante, je crois que ça n'a pas encore commencé partout, mais là aussi, vous allez voir... Mais avec une difficulté énorme pour le gouvernement, c'est qu'il s'est mis une ligne rouge, c'est qu'on ne touche pas, on n'augmente pas les impôts.
Et là, il va présenter un projet de budget où il a annoncé des sommes absolument gigantesques, en tout cas pour les questions de transition écologique. Oui. Bon. Donc, voilà, il y a une contradiction quand même à un moment entre un État protecteur et un État qui limite sa ressource fiscale. Et ça, s'ils n'en sortent pas, voilà, ils sont les mains liés. Ils sont obligés de quémander à la grande distribution, au marché en réalité. Ils sont obligés de quémander au marché, d'être bienveillants. Voilà. Et on commence à entendre effectivement, ou à lire des voix de commentateurs et économistes ou politistes qui disent la hausse d'impôts, elle arrivera de toute façon. Même si Emmanuel Macron en fait pour l'instant effectivement une ligne rouge à ne pas franchir, il y a le principe de réalité qui devrait le rattraper. Vous avez évoqué la question de la planification écologique. Justement, Émilie, on va en parler tout de suite avec vous. On connaît enfin le programme du gouvernement. Bah oui, ça aurait été un petit peu long, 14 mois de réflexion, plusieurs reports. Ça aurait été difficile aussi pour le président, parce que cet Emmanuel Macron a découvert le réchauffement climatique pour ses vœux 2023, début 2023. Ou encore, dimanche soir, il nous disait qu'il s'accrochait, je le cite, à cette bagnole que j'adore. C'est ses mots. Mais ça y est, le président a fait le point sur ses ambitions en matière d'écologie. Alors, dites-nous tout, les détails. Il a trouvé son mojo sur l'écologie. Ça sera une écologie à la française. Et finalement, pourquoi pas? On sait que nous, les Françaises et les Français, on fait toujours les choses assez différemment, que ce soit les retraites, la protection sociale, le chômage. Donc pourquoi pas l'idée d'envisager une transition écologique à la française, même si ça sonne un peu comme un concept publicitaire, ça semble pas complètement idiot. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Eh ben, c'est surtout une écologie à la Macron. Je vous explique, en fait, c'est une transition qui consiste pas forcément à revoir nos comportements de consommation et nos modes de production, ou bien à la marge, mais plutôt de continuer à produire et à consommer à fond, le tout pour que notre compétitivité et notre attractivité brillent toujours autant au plan européen et au plan international. Une écologie créatrice de valeur économique, c'est ce qu'a dit et redit Emmanuel Macron hier soir quand il présentait la planification écologique. On l'écoute. C'est une écologie qui crée de la valeur économique et qui s'appuie sur une stratégie industrielle. C'est ça qu'il y a derrière ce plan et sur lequel il faut ici insister. Donc vous le voyez, sur l'ensemble de ce spectre, on a véritablement une écologie qui crée de la valeur économique. Je pourrais parler aussi de la stratégie agricole qui est la nôtre, de la stratégie forêt, biomasse, etc., etc. L'autre élément de principe, c'est que nous voulons une écologie compétitive. Et c'est un point clé. Si nous voulons être souverains, si nous voulons créer de la valeur économique, eh bien on doit avoir des solutions décarbonées qui sont pleinement compétitives. Donc si on n'a pas compris, il faut vraiment allier écologie et économie, ou compétitivité plutôt. L'idée, elle est tout à fait louable. Il s'agit d'un côté de développer des filières industrielles comme les pompes à chaleur ou bien les véhicules électriques qui feront briller les couleurs de la France, et de l'autre, inciter les citoyens à passer à ces modes de chauffage ou ces modes de transport plus vertueux. On sent d'ailleurs beaucoup de prudence pour ce président qui avait été fortement secoué par le mouvement des Gilets jaunes. Je vous rappelle, l'origine des Gilets jaunes, c'était l'augmentation de la taxe carburant. On sent bien que là, on est passé du bâton à la carotte. Est-ce que c'est cohérent avec le programme économique, on va dire, en général, du chef d'État? Complètement cohérent. La politique économique qu'Emmanuel Macron lance depuis 2017, plutôt favorable à la croissance économique, aux entreprises, au renforcement de l'attractivité de la France. Alors, après, est-ce que ça sera efficace? Est-ce que c'est réaliste? On sait par exemple qu'à l'heure actuelle, on produit très peu de véhicules électriques français. Bon, peut-être que ça changera. Est-ce que ça sera suffisant aussi pour rattraper notre retard en matière de transition écologique? On le saura finalement au fur et à mesure. Ce plan, il a au moins le mérite enfin d'exister et d'acter les premiers pas dans ce domaine, parce que bon, c'est vrai qu'il faut l'avouer, parce qu'en matière de transition écologique, on est à peu près tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire obligés d'apprendre en marchant. Voilà, et on va tous apprendre dans les prochaines semaines à faire le tri de nos déchets alimentaires, notamment. Oui, déjà, on rappelle que ça va entrer en vigueur au 1er janvier. Je ne suis pas sûr que toutes les municipalités soient prêtes. Bref, ça pourrait être un bon thème de débat. Yael Gauz, qu'est-ce qui a guidé Emmanuel Macron pour définir cette boussole écologique, d'après vous? Déjà, la planification. Promesse de campagne, discours de Marseille, avril 2022, mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Il reprend la planification, le terme en tout cas, et le concept à Jean-Luc Mélenchon, qui voulait faire de la planification écologique. Un an après, plus d'un an après, c'est une réalité. Il y a un secrétariat qui a bossé pendant 15 mois, qui sur les graphiques, on n'a pas le Tetris de ce qu'il faut faire ou pas, histogramme par histogramme, secteur par secteur. Donc là, il y a un tableau avec la quantité d'économie CO2 carbone à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc chaque secteur, c'est un travail assez monumental, inédit,
il faut le dire. Hein, la France peut dire cocorico sur... On a un tableau de bord du changement unique et nous, maintenant, il faut le faire. Oui, c'est ça. Et là où... Il faut tenir les objectifs. Et moi, ce qui m'a surpris dans sa boussole, c'est que j'ai l'impression qu'il présuppose que les Français sont trop sensibles aux arguments du RN, de la droite ou de l'extrême droite, disant c'est une écologie punitive, attention, vous allez faire trop d'efforts, vous en pouvez plus, vous en avez à la casquette de l'écologie. Il présuppose, il boxe face à quelque chose de virtuel, à mon sens. Il a vu en Allemagne l'extrême droite monter, il voit aux Pays-Bas des mouvements d'agriculteurs très féroces, le parti PPB qui peut faire un gros score législatif. Il voit en réaction à une réforme agraire très verte. Hein, c'est aussi pour ça. Mais donc il regarde autour, il voit que, attention, ça peut être des foyers de contestation populistes très forts, donc je fais une écologie raisonnable. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a quelques mois, il nous a embarqués dans la sobriété. Il nous a dit la fin de l'abondance. Et en 6 mois, les Français ont compris le message. On a baissé 10% la consommation de gaz et d'électricité. Donc on est capable de le faire. Et je trouve que son écologie-là, qui est en mode raisonnable, écologie du sérieux, etc., ne dit pas toute la vérité de l'effort qu'il va falloir faire et de la sobriété qu'il va falloir avoir. Elle dit sobriété mesurée. Donc je pense qu'il cache la vérité des prix. Et à la fin, attention au boomerang, parce qu'on n'est pas idiot. On sait que l'effort est colossal à faire et que... il pourrait embarquer les Français un peu plus que dans l'industrie verte. Bastien François, c'était un papier très intéressant de Cécile Cornudet dans Les Échos ce matin qui disait une écologie qui pense à Le Pen. Ça rejoint un peu votre argument. Sauf que Le Pen, elle n'a pas d'écologie aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc il boxe face à un ennemi virtuel. Je suis d'accord avec vous, qui influence son propre discours. Oui, mais est-ce qu'il cherche aussi à vider un peu le catalogue de Marine Le Pen d'un certain nombre d'arguments? Vous voyez ce que je veux dire? Avec cette planification. Oui, sans doute, mais je pense que c'est l'écologie d'Emmanuel Macron d'avant, déjà. C'est sa culture économique, c'est son rapport au monde, etc. Il parle de planification, mais la planification, c'était pas du tout ce qu'on a entendu. Même la planification à la française, hein, pas la soviétique. C'était quand même quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus contraignant, beaucoup plus construit dans la concertation entre les différentes forces économiques et sociales. L'écologie, vous dites c'est raisonnable. Non mais voilà, l'écologie, mais elle n'est pas très raisonnable en réalité, elle n'est pas très sérieuse, parce que je veux dire, là on est en train de dire des choses qui sont fausses. Tous les scénarios de l'ADEME, etc., nous disent qu'il faut qu'on baisse 30% de notre consommation. Bon, baisser de 30% de notre consommation, ça veut dire changer la société. Oui, bon. Mais donc est-ce que ça veut dire forcément des sacrifices difficilement supportables par les Français, notamment ces millions de Français, il y en a certainement beaucoup qui nous regardent, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler ou emmener les enfants à l'école. C'est aussi à eux qu'Emmanuel Macron s'adresse hier. Bien sûr, mais à ce moment-là, la réponse, ça serait la justice sociale. Là, la réponse, c'est le marché. Là, c'est la réponse, on va produire plus, on va produire mieux, on va produire français. Bon, il dirait, oui, ça va avoir des coûts, mais l'État français va protéger ceux qui... etc. On parle de voitures électriques, mais personne ne peut se payer ces voitures. Même avec des bonus, même avec des leasings à 100 €. Non, mais un leasing à 100 € par mois, ça va durer 20 ans pour se payer une voiture. Les intentions d'achat de voitures électriques ont fortement baissé depuis 10 ans. Oui, enfin, il y a d'ailleurs tout le marché, on fera un débat sur le marché du bio, pour parler de l'agriculture bio, c'est pareil, il y a un coup d'arrêt qui est quand même... Les pompes à chaleur, par exemple. Une pompe à chaleur, c'est entre 10 et 20 000 €. Plus, avant, pour que ça soit efficace, il faut faire l'isolation de son logement, quelques dizaines de milliers d'euros. Qui va pouvoir se le payer? Alors, il dit, on va aider. On va aider avec quel argent? Puisqu'on ne va pas bouger, on ne peut pas avoir de nouvelles ressources budgétaires. Et on est dans quelque chose qui... Enfin, il y a une contradiction interne dans ce discours. On en revient à cette question d'une équation quasi impossible. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur l'antenne de Public Sénat.